L'incontournable, bien le bonsoir, le sommaire de votre rendez-vous d'information. Affaire de Mbour, le cheikh devant le procureur ce jeudi. Les disciples de Cheikh Béthio Thioune déversent leur colère sur un bureau de poste à Thiès, près de la route nationale. Les forces de police ont limité les dégâts. Cette affaire toujours, le gouvernement n'entend pas piper mot sur le déroulement de la procédure en cours. Précision du porte-parole de l'équipe d'Abdoul Mbaye, Serigne Mbaye Thiam, souligne que le travail appartient au pouvoir judiciaire. Baisse des prix des denrées de première nécessité en comité de veille pour l'application de la mesure sur le terrain. Une annonce du gouvernement qui débloque 34 milliards de francs CFA pour la subvention des intrants et de l'engrais. La mauvaise odeur règne à Dakar. Les travailleurs du nettoiement sont en grève pour 2 mois d'arrêt de salaire. Paludisme, la courbe de la mortalité chute, 4,4% enregistrée contre 18,17 en 2005. Ce mercredi, journée mondiale de lutte contre la maladie, nous nous y arrêtons en fin d'édition avec le coordonnateur du PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme. Cheikh Tako Diouf est dans nos murs ce soir. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cheikh Tidiane Diaw, bonsoir. Bonsoir. Alors le point sur l'actualité, Cheikh Béthio Thioune reste avec les gendarmes. Les Thiantakoun attaquent un bureau de poste à Thiès. Garde à vue prolongée donc pour Cheikh Béthio Thioune. Le guide des Thiantakoun devra repasser demain chez le procureur. Pour en savoir plus, nous allons à Thiès pour y retrouver Chérif Dia. Chérif Dia, vous confirmez? Oui, Cheikh Tidiane Diaw, sa garde à vue prolongée, Cheikh Béthio Thioune sera présenté demain au procureur qui va désigner un juge d'instruction pour la gestion de son dossier. La révélation est du porte-parole du pool d'avocats du guide des Thiantakoun, Maître Ousmane Sey, et une dizaine de ses confrères ont rencontré la presse, mais aussi leurs clients en garde à vue à la gendarmerie de Thiès. Mais cette garde à vue a été prolongée, ce qui a permis aux avocats de rencontrer Cheikh Béthio Thioune. C'est un Cheikh Béthio Thioune qui présente des signes de fatigue à cause justement de sa santé fragile, selon toujours Maître Sey. L'avocat estime en outre que son client nie toutes les accusations portées contre lui, soulignant également qu'il n'est ni de près ni de loin au meurtre présumé de Barasso et de Ababakar Rezaï. Si le client sera placé sous mandat de dépôt demain, et après son face-à-face avec le juge, les avocats de Cheikh Béthio Thioune n'écartent pas l'idée d'introduire une demande de liberté provisoire au bénéfice de leurs clients. Autre écho justement dans cette affaire dans la ville, dans la capitale du Rail, on peut noter les saccages du bureau de poste de Thiès, mais aussi des locaux de la commune d'arrondissement de Thiès-Ouest par des Thiantakoun très en colère. Ils exigent la libération de leur guide. Il faut également noter que les 37 personnes détenues hier pour trouble à l'ordre public, hier lors des manifestations, ont été également présentées au juge qui les a mis sous mandat de dépôt. Ils passent leur première nuit en prison et ont été même évacués sous nos yeux, Cheikh Tidiane Diaw. Mais le fils de Cheikh Béthio Thioune, Serigne Saliou Thioune, en appelle au calme, donc tout sera clair demain à Thiès. Chérif Dia, merci. Le gouvernement du Sénégal n'a pas son mot à dire sur cette affaire. Il appartient au pouvoir judiciaire de faire son travail. C'est la conviction du porte-parole du gouvernement, Serigne Mbaye Thiam, face à la presse ce matin. Il est interrogé par Nafissatou Silla et Yaya Diallo. Sur cette affaire-là, le gouvernement n'a rien à dire. Vous savez que dans notre pays, il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire s'est exprimé par la voix du procureur de Thiès. Donc il faut s'en tenir aux informations qui ont été fournies par le procureur de Thiès. Nous restons toujours avec le porte-parole du gouvernement du Sénégal qui va mettre en place un comité de veille pour l'effectivité de la baisse des prix et des denrées de première nécessité. Donc Serigne Mbaye Thiam qui s'en explique toujours au micro de Nafissatou Silla et Yaya Diallo. À l'issue de cette baisse, nous avons signé un protocole avec l'UNACOIS Diapo qui a pris un certain nombre d'engagements pour permettre la mise en œuvre effective de cette mesure prise par le gouvernement. Nous demandons à tous les Sénégalais de veiller
eux aussi à ce que cette baisse soit effective, en sachant que le gouvernement prendra ses responsabilités et a instruit les services du contrôle économique de prendre les dispositions pour que les Sénégalais puissent bénéficier de cette mesure prise par le gouvernement. À l'issue de ce conseil interministériel, il a été retenu de subventionner les intrants et les semences du monde rural à hauteur de 34 milliards de francs CFA. Cheikh Tidiane Diawo, la suite de ce point sur l'actualité avec les imams de Guédiawaye qui ne veulent plus entendre parler de la parité. Ces imams Khalifa prônent la promotion de la compétence dans des instances, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Face à la presse, ils ont aussi salué la décision de l'État de diminuer leur train de vie. Je vous propose d'écouter l'imam Youssouf Sarr, interrogé par Adiatala et Ali Mbaye. Analyser aussi le contexte dans lequel cette loi a été prise, proposée et votée. Et nous pensons que c'est une loi purement électoraliste et qui ne tient pas compte des réalités de notre pays, qui ne tient pas compte des fondements culturels et religieux de notre pays et qui ne tient pas compte aussi des compétences des Sénégalais, de l'égal accès des Sénégalais aux compétences et aux mandats et fonctions. Donc nous pensons que globalement c'est une loi qui a été prise dans un but bien déterminé et qui est une loi très dangereuse, une loi assez dangereuse dans la mesure où ça ne privilégie plus le mérite, ni la compétence, ni la représentativité, mais plutôt il s'agit de faire du remplissage purement et simplement des institutions, des institutions les plus prestigieuses du pays, un remplissage par le genre. Et ça, nous pensons que c'est très dangereux. Le QSEM se suspend son mot d'ordre de grève. Le cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire demande aux professeurs donc de regagner les salles de classe dès demain, jeudi. Là-dessus, je vous propose d'écouter Mamadou Mbouch, le secrétaire général du QSEM, interrogé par Fatiguin et Germaine Dior. Le directoire du QSEMS voudrait aujourd'hui annoncer publiquement la décision prise par la majorité des professeurs des lycées et collèges de suspendre le boycott des enseignements apprentissages à compter de ce jeudi 26 avril 2012. Désormais, il revient donc aux autorités politiques la responsabilité de prendre les mesures d'accompagnement indispensables à la réalisation d'un temps d'apprentissage susceptible de permettre aux candidats de réussir leurs examens et aux autres élèves d'avoir les prérequis nécessaires à un passage en classe supérieure. Et puis 2 milliards de francs CFA pour réduire le taux de mortalité lié à la tuberculose. Le projet Global Fund, financé par le Fonds mondial, donc, sera élargi sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Le docteur Momar Talambok s'en explique au micro de Maïmouna Ndiaye et Ibou Sissé. La tuberculose est une maladie dont on estime au Sénégal qu'il y a 288 cas pour 100 000 habitants. Le projet va venir en complémentarité aux structures. Il y a des gens qui viennent se présenter quand ils sont malades spontanément dans les structures de soins. Il y a d'autres qui restent chez eux, qui fréquentent la médecine traditionnelle, qui ont banalisé les signes de la tuberculose, qui pensent que peut-être c'est mystique. Le projet, ce qu'il veut, c'est que ces cas de tuberculose potentiels qui sont dans la communauté et qui n'ont pas accès aux soins, donc que les structures de santé ne parviennent pas à toucher, qu'on puisse essayer de les sortir de la communauté. Et ça nous permettra de toucher l'ensemble des cas de tuberculose et de pouvoir les traiter jusqu'à la guérison. Voilà, Khalifa Diarraté, c'était tout pour l'actualité pour ce soir. Merci Cheikh Tidiane Diawo. À tout à l'heure pour la page des sports. Les Dakarois cohabitent avec les ordures et ce, dans une atmosphère irrespirable. Les éboueurs sont en effet en grève. Ils exigent le règlement de 2 mois d'arrêt de salaire. Ali Atala et Ali Mbaye.
la ville se salit. Les immondices commencent à s'amonceler dans certains quartiers. En arrêt de travail depuis ce mardi, les 1500 travailleurs du nettoiement ne comptent pas reprendre le ramassage des 1800 tonnes d'ordures quotidiennes sans rentrer dans leur fonds. Depuis hier, c'est un arrêt de travail pour réclamer les 2 mois d'arriérés de salaire dus aux techniciens de surface. Il me semble que quelque part, il y a un manque de respect et de considération notoire vis-à-vis des techniciens de surface que nous sommes. Pourquoi les travailleurs, à chaque fois pour percevoir les salaires, c'est la croix et la bannière? Au moment où tous les fonctionnaires de l'État ont perçu leur salaire, pourquoi pas nous? La seule concession, c'est que les salaires soient payés. Si les salaires ne sont pas payés, il n'y aura pas de ramassage d'ordures sur toute l'étendue de la région de Dakar. Nous sommes prêts à mourir, nous sommes prêts à se sacrifier. Les populations, particulièrement les riverains du marché, trinquent et restent exposés en attendant la levée de l'arrêt de travail. On n'arrive pas à travailler quand on vient le matin. Les clients nous ignorent à cause des immondices. Ça peut nous causer des maladies. Les populations invitent les acteurs à de sérieuses discussions pour une solution définitive à la sempiternelle question du retard de paiement des salaires des travailleurs du nettoiement. Ce sont les nouvelles autorités qui sont interpellées. Autre grève à Diatala avec ses conséquences, celle du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire. Mouvement de 5 bons mois qui a fait planer le spectre de l'année blanche. Aujourd'hui, la suspension du mouvement, malgré cette suspension, malgré la reprise, malgré la suspension, la reprise n'est que progressive et ce que dans certains établissements, effectivement, Émile Diouf et Adam Gueye se sont promenés à Dakar. Lycée John Fitzgerald Kennedy. Ici, c'est le calme plat. L'établissement est quasi paralysé par la grève des enseignants du CUSEMS. Comme vous l'avez constaté, notre établissement est désert. Il y a des professeurs qui jusqu'à présent n'ont fait qu'une leçon ou 2 leçons. Il y a des élèves qui jusqu'à présent n'ont pas vu leur professeur. Donc c'est vraiment un retard qui est noté dans la progression des enseignements-apprentissages. La situation est tout autre au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Là, les cours ont repris tant bien que mal. Comme tous les autres établissements de Dakar, donc du moins pour la plupart, nous avons quand même été perturbés par le mouvement de grève déclenché par les enseignants. C'est vrai qu'ici, il y a une partie des professeurs qui n'observent pas de mot de grève pour des raisons syndicales, parce que ne faisant pas partie du CUSEMS, ou bien par des questions de principe. À l'heure où on parle de plus en plus d'années blanches, ce chef d'établissement reste convaincu qu'il est encore possible de sauver l'année scolaire. Je pense qu'absolument on peut sauver l'année. Et il est d'ailleurs de notre devoir de sauver l'année scolaire. En faisant quoi? Eh bien, si les cours reprennent au cours du mois d'avril et même à la fin du mois d'avril, on peut constater qu'avec 3 mois de cours effectifs, cela devait faire 11 semaines, on peut vraiment avoir un niveau d'enseignement qui peut permettre d'évaluer correctement les élèves et d'apprécier le passage ou non des élèves. Même son de cloche chez les élèves trouvés sur les lieux. Pour eux, pas question de sacrifier une année de leur cursus scolaire. Revenir l'année prochaine pour reprendre les mêmes classes, ce sera difficile pour nous les élèves de 3e qui doivent faire leur examen et aussi pour les élèves de terminale. Je pense qu'ils doivent s'asseoir, qu'ils doivent se réunir autour d'une table et essayer de trouver une solution. Moi, je ne peux pas dire que je suis d'accord pour une année blanche parce que même les écoles privées payent leur argent jusqu'à présent, donc ils ont le droit de faire leur examen. Si on parle d'année invalide, peut-être, parce que c'est vrai qu'on n'a rien appris, alors ça serait compliqué qu'on aille à l'examen sans bagage intellectuel. Pendant ce temps, la pression de l'opinion s'accentue sur les enseignants grévistes pour au moins sauver ce qui peut encore l'être. Émile Diouf, merci. Retour sur la tuerie de Kër Samba Laobé à Mbour. Le temps révèle un précédent entre un proche du cheikh et l'une des victimes. Fatou Bintou Konté et Diafar Abba ont rencontré la famille de Ababacar Diagne. Regardez. Avec Barassou, c'est la 2e victime de la tuerie de Kër Samba Laobé. Âgé de 39 ans, Ababacar Diagne a été froidement exécuté par les disciples de Cheikh Béthio Thioune, un meurtre qui retrace toute une histoire familiale.
Bien avant que Cheikh Béthio Thioune ne possède une maison à Kër Samba Laobé, il habitait dans cette maison d'ailleurs avec ses talibés, parmi lesquels ce Cheikh Faye. Entre les parents du Cheikh et le propriétaire de cette maison, il y a des liens séculaires, ce qui a le plus poussé les enfants à suivre Cheikh Béthio Thioune. Mais Cheikh Faye a toujours voulu s'interposer, ce que les enfants ont refusé. Cheikh Faye est le gros du problème dans cette histoire. Cheikh Faye exactement le problème. Entre Ababacar Diagne, la victime, et Cheikh Faye, le chambellan de Cheikh Béthio Thioune, existait un lourd contentieux. Une première altercation avait opposé les deux hommes lors du décès de la jeune fille d'Ababacar Diagne. Depuis cet incident, la victime n'était plus partie rendre visite à son guide sur ordre de la gendarmerie et de ses parents. Le frère de Cheikh Béthio Thioune, qui habite toujours dans cette maison, a été mis au courant de l'incident. Il s'en est désolé. D'ailleurs, Ababacar Diagne lui a expliqué que les commandos de Cheikh Faye ont saccagé sa maison. Mon fils avait une maison à Kër Samba Laobé, ce que le commandant de la gendarmerie a approuvé d'ailleurs. Depuis lors, il n'est plus parti à Kër Samba Laobé jusqu'à ce que le cheikh lui-même l'appelle. Cheikh bi wolu ko ni ko lan mo tax doma ziaré ci. Lolu moko fa dello waton. En se rendant samedi dernier à Kër Samba Laobé, il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. Sa mère s'en remet à Dieu, mais s'offusque des conditions dans lesquelles son fils a été inhumé à Kër Samba Laobé par les talibés de Cheikh Béthio Thioune. Di sante Yalla rek. Je m'en remets à Dieu. Rien n'est éternel dans la vie. Ce qui me fait mal en tant que mère, c'est les conditions dans lesquelles mon fils a été inhumé. Il paraît qu'il disait même, avant de mourir, qu'il était très fatigué. En état de grossesse avancée, sa veuve réclame que justice soit faite. Mon mari était un fidèle talibé de Serigne Saliou. Il était bien. Il m'a laissé avec 3 enfants et je suis en état de grossesse avancée. Aujourd'hui, je réclame justice. Ababacar Diagne, dépeint comme un homme calme et pieux par sa famille, laisse derrière lui 3 enfants et une veuve inconsolable. Je vous en parlais hier, Babacar Diagne, l'une des victimes qui ne verra jamais son 4e enfant. Retenez que le cheikh sera devant le procureur ce jeudi et que les disciples du cheikh ont aujourd'hui déversé toute leur colère sur un bureau de poste de Thiès, dégâts limités par les forces de police. Reste avec nous à la page des sports dans un instant. Je retrouve Cheikh Tidiane Diao. Rebonsoir. Rebonsoir Khalifa Diakhaté. La page des sports que nous démarrons avec de la lutte. Manga 2 qui accuse Robert Diouf d'être à l'origine des informations soutenant que Balla Gaye numéro 2 a passé la nuit chez lui avant d'en découdre avec Yekini. L'ancien roi des arènes s'inscrit en faux contre ses propos. Il faisait face à la presse cet après-midi. Ses propos sont recueillis par Mor Kharma et Mao Cissé. Des interviews d'individus dénommés Faltine, Modoudien déclarent cette défaite de Yekini est due à la trahison de Manga 2. Plus loin, l'un d'eux affirme que dans la nuit du vendredi, Balla Gaye est venu à Fadiout avec Manga 2. Il a passé la nuit chez Manga 2. C'est le cas depuis plusieurs mois. Précisément, depuis le combat qui a opposé Bomordier à l'adversaire de Balla Gaye 2 de dimanche dernier. C'est pour cette raison que j'ai soumis l'ensemble du dossier de presse traitant de cette question à mon conseil juridique qui fera le travail nécessaire afin que les auteurs de cette manipulation tapis dans l'ombre soient démasqués et assignés à apporter la preuve de leur allégation. Là, c'était Manga 2, l'ancien roi des arènes, qui a apporté ses précisions. Le Sénégal a un coup à jouer dans sa poule aux Jeux Olympiques de Londres. Selon son entraîneur Karim Ségué-Diouf, l'état d'esprit des joueurs est remarquable et cet état d'esprit peut faire la différence. Nous l'écoutons, il est interrogé par Saïran Sadiop. Qualification, oui. Nous sommes dans une poule qui est certes composée du pays organisateur, des Émirats arabes unis et de l'Uruguay. Mais nous avons pris nos dispositions à partir d'une bonne organisation. Et vous avez vu aujourd'hui, nos gamins ont un bon état d'esprit et jouent bien au football.
Et puis Mbaye Boy qui dénonce l'indifférence de la Fédération sénégalaise de judo suite à sa consécration comme meilleur dirigeant de l'année 2011. C'était à Agadir au Maroc. Il s'exprimait en marge du Grand Prix du Duc. Il est au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Alioune Diagne. Si aujourd'hui l'extérieur note le judo sénégalais, on voit comme l'un des meilleurs dirigeants africains, ça suffit largement. Si ma fédération ne réagit pas, pas de problème. Catastrophique. Je vous l'ai dit. Si aujourd'hui j'étais président de la fédération de judo, ou bien le directeur technique national du judo du Sénégal, j'allais déposer ma démission. Mais tu sais, il y a quelque chose là-dedans, et c'est quelque chose-là, aux gens de comprendre. Les techniciens qui dirigent le judo sénégalais n'ont pas le niveau pour le diriger. Pour que le judo revienne à son grade, il faut des jeunes techniciens, des gens qui dirigent des dojos, des gens qui ont des clubs. Mais si tu n'as pas de club, tu ne peux pas diriger une équipe nationale. Voilà, Khalifa Diakhaté, point final à cette page des sports. Merci Cheikh Tidiane Diao. Et puis dernier chapitre de cette édition, paludisme ce mercredi, journée mondiale de lutte contre cette maladie. La courbe de la mortalité, je le disais en titre, a chuté, 4,4% enregistré contre 18,17% en 2005. Nous accueillons dans quelques minutes, dans 2 petites minutes, le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. D'abord, le point avec Fatou Kinedem et Adam Gueye. Bouter le paludisme hors du pays, voilà l'ambition majeure du Sénégal. Ce souhait que certaines populations ont fini de se l'approprier rencontre toutefois quelques obstacles liés à l'environnement. On est dans une zone où il y a beaucoup de zones inondables. Donc, on peut dire que la plupart des communes d'arrondissement dans le district de Pikine sont dans des zones inondables. On n'est pas surpris donc d'avoir du paludisme pendant toute l'année dans la zone de Pikine. Ce phénomène concerne en grande partie la banlieue dakaroise avec ses eaux pluviales, domaine de prédilection des moustiques, vecteurs de transmission du paludisme. Bien que le Sénégal ne réussit toujours pas à enrayer le phénomène des inondations, des efforts considérables ont été fournis pour faire face au paludisme. Dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts qui ont été faits et qui ont abouti à des résultats qu'on voit actuellement, ne serait-ce qu'au niveau des points des structures de santé qui accueillent donc les malades du paludisme. On peut dire aujourd'hui, en 2011-2012, que parmi les motifs de consultation, le palud occupait à l'époque, il y a quelques, je dirais 10 ans derrière, pratiquement la moitié des motifs de consultation. Je dirais 30 à 50% des motifs de consultation. Et actuellement, on est pratiquement à 3% des motifs de consultation. Dans ce combat contre la maladie, certaines populations jouent un rôle pionnier. Entre autres, on peut citer les relais communautaires. Comme chaque fin du mois, on a un plan d'action à dérouler dans le terrain. Par exemple, les VAD ont choisi comme ce mois-ci thème l'utilisation des moustiquaires imprégnés ou les deux doses SP avec les femmes enceintes ou la prévention ou les signes du paludisme pour qu'au moins la population comprenne ce que c'est le paludisme dans sa globalité. Chaque année, on reçoit le plan Orsec et c'est renouvelable tous les ans. Ce n'est pas ça qui peut nous sortir du paludisme. Il nous faut des canaux qui amènent l'eau directe à la mer. On n'est pas très loin de la mer, il suffit juste de traverser la route nationale 1. Donc, surtout la zone de Guinaouraï, nord et sud, la zone de Djidda Thiaroye Kao et d'Alifor, c'est des zones très inondables. Donc c'est des zones qu'il faut vraiment faire une activité de grande envergure qui nous évacue une bonne fois des eaux pluviales. Aujourd'hui, le Sénégal affiche des résultats assez satisfaisants dans la croisade contre le paludisme. Ainsi, en 2005, la maladie représentait 35% des consultations médicales au niveau des districts sanitaires. Mais aujourd'hui, elle ne représente plus que 3,7%. Le taux de mortalité également a considérablement chuté de 18,17% en 2005. Il passe actuellement à 4,4%.
Cheikh Tako Diop, coordonnateur du PNLP, c'est le programme national de lutte contre le paludisme. Il est avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Diop, belle performance, si je peux m'exprimer ainsi, dans cette lutte contre le paludisme. 4,4%, fallait le faire. Absolument. Le Sénégal a quand même déroulé des activités qui ont aujourd'hui donné des résultats extrêmement importants en matière de lutte contre le paludisme. Ouais. La morbidité a beaucoup baissé. Aujourd'hui, on est à une morbidité qui tourne autour de 3% et une mortalité qui tourne autour de 4%. C'est vrai qu'il y a des résultats extraordinaires, mais c'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts. C'est maintenant qu'il faut davantage financer la santé, en particulier la lutte contre le paludisme. Alors, cette méthode a bel et bien porté ses fruits, donc on voit les chiffres. Alors aujourd'hui, quels enseignements vous tirez et quelles sont les faiblesses que vous avez notées, sur lesquelles vous allez insister pour rester sur cette lancée? Alors, les quelques difficultés que nous avons encore tournent autour d'une morbidité qui est encore élevée dans la zone sud et est du pays. Et c'est une morbidité qui est surtout élevée pendant les périodes de forte transmission, pendant l'hivernage en particulier, où on a un pic qui est assez important. Mais des solutions vont être trouvées assez rapidement, en collaboration d'ailleurs avec des travaux, des études qui se sont déroulées ici au Sénégal et pour lesquelles aujourd'hui on a les recommandations de l'OMS. Il s'agira pour nous de faire ce qu'on appelle un traitement préventif intermittent. Il s'agira, dans ces zones de forte incidence, de traiter les enfants âgés de 0 à 5 ans pendant la période de forte transmission. Donc il s'agira de donner une dose de médicaments tous les mois pendant 3 mois. Et ceci permettra de réduire encore davantage cette morbidité qui baissera d'environ 80%. Alors dans la lancée, vous allez intégrer, ou dans quelle mesure allez-vous intégrer les initiatives qui venaient d'ailleurs, comme par exemple Kher Sibirou, qui ont certainement également joué leur partition dans cette lutte? Écoutez, c'est essentiellement une combinaison d'activités, de stratégies en tout cas, qui ont donné aujourd'hui ces résultats. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'un patient se présente dans une structure de santé, il est possible tout de suite, dans les minutes qui suivent, de dire oui, c'est un cas de palu ou non, c'est pas un cas de palu. Parce qu'on a sous notre disposition ce qu'on appelle les tests diagnostiques rapides, qui permettent de confirmer ou d'infirmer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons des médicaments aujourd'hui qui sont efficaces, qu'on appelle ACT, des combinaisons, si vous voulez, à base d'artémisinine, qui tout de suite règlent le problème du paludisme simple. Ça, c'est deux stratégies que nous utilisons, qui sont importantes, et la particularité pour le Sénégal, c'est que c'est des produits qui aujourd'hui sont gratuits dans toutes les structures de santé. Nous sommes allés au-delà, parce qu'aujourd'hui nous travaillons dans les communautés, dans les zones qui sont enclavées où l'accès est difficile. Nous avons même aujourd'hui renforcé la capacité de ce qu'on appelle des dispensateurs de soins. Et aujourd'hui, on considère le village comme étant le premier hôpital. Donc aujourd'hui, tout le monde a accès à ces soins-là contre le palu. Alors la deuxième ou troisième chose qui est importante, c'est que nous sommes en train aujourd'hui de développer ce qu'on appelle la couverture universelle en moustiquaire imprégné. Il s'agit pour nous de recenser tous les couchages d'un ménage et de les doter de moustiquaires imprégnés. Ceci est déjà réalisé dans 10 régions. Nous sommes en train actuellement de faire Louga et Ziguinchor. Et avant la fin de l'année 2012, on fera Dakar et Thiès. Très bien. Voilà. Et donc, on constate que d'énormes résultats, on les aura probablement donc, avec cette couverture universelle. En dehors maintenant d'autres activités que nous menons, comme ce qu'on appelle AID, c'est l'aspersion intradomiciliaire, qui permet, si vous voulez, de mettre un insecticide sur les murs des domiciles. Ce que nous sommes en train déjà de tester dans certaines zones du pays, et on passera à l'échelle dans pas longtemps. Parce que de toute façon, la lutte ne se limite pas qu'à la saison des pluies. Exact. Exact. Monsieur Diop, je vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Merci.